Bonjour, Dr. Roland Mafta. Nous présenterons quelques corrections polémiques des annales des EVC de médecine générale et de gériatrie. C'est quoi correction polémique? Il y a des annales dont la correction, les corrigés semblent divergents selon les candidats ou peut-être selon les correcteurs. Que j'ai voulu faire quelques cas en motivant nos réponses. Donc, on ne peut pas prendre tous les sujets des EVC. On a sélectionné quelques sujets qui fournissent franchement matière à réflexion. Et pour orienter le candidat dans sa réflexion, nous dévoilons notre pensée au sujet de ces cas cliniques. Donc, nous allons premièrement aborder le sujet des épreuves de vérification de connaissances de médecine générale de 2020. Premier dossier, un dossier riche en enseignements pour les habitués des annales. Il s'agissait d'un cas clinique sur une suspicion de thrombose veneuse profonde en position proximale chez une patiente de 76 ans dont on donne ici les principaux antécédents. Donc, l'examen vous est donné. On retrouve donc l'examen en fébricule, en pouls 65, régulier, une saturation au doigt 98, on est ambiant, une pression artérielle quasi normale. Vous évoquez une thrombose veineuse profonde proximale. Première question, c'est pas là que nous aurons problème, puisqu'il s'agit ici d'une question fondamentale, classique. Quels sont les facteurs de risque présents chez cette patiente-là? On a vu que elle est âgée, c'est l'âge d'abord, hein. Elle a plus de 65 ans et elle présente donc un antécédent de thrombose veineuse profonde. Donc, principalement l'âge, et l'antécédent, est assez vieux. Donc, pose pas en soi de problème. Quel examen demandez-vous pour confirmer le diagnostic de thrombose veineuse proximale? Ah bon, l'aide-soignante de mon service sait qu'il faut demander un Doppler. Le problème aux EVC, c'est que les candidats, ils veulent les choses globalement faciles. Quel examen demandez-vous? Ils vont écrire échographie Doppler veineuse des membres inférieurs, ils passent leur chemin. C'est pas la question en fait. C'est pas la question. Pour ceux qui sont habitués avec les annales, vous pouvez voir ce que nous avons répondu à cette deuxième question sur le corrigé des annales. Mais de façon générale, quand on vous pose la question quel est votre examen, la réponse attendue ne consiste pas à citer l'examen, d'accord, mais à donner les éléments attendus du diagnostic positif à échographique. Question 3. Quel est ou quels sont les éléments qui incitent à hospitaliser un patient ayant une thrombose veineuse profonde proximale? En règle générale, on n'a pas de polémique hein, ici. Vous hospitalisez la personne parce que vous avez des signes de gravité clinique ou la personne représente un terrain à risque en ce sens qu'elle est polypathologique.
qu'elle est fragile ou parce qu'elle a une précarité socio-économique, ne peut pas suivre le traitement au domicile. La personne âgée, c'est généralement l'isolement. Alors, le but, ce n'est pas d'expliquer globalement euh, dans les détails les réponses, hein. Le but, c'est de polémiquer surtout sur la question 4. Donc, la patiente ici ne souhaite pas être hospitalisée. En attendant les résultats du bilan biologique prothérapeutique que vous avez demandé, et en l'absence d'insuffisance rénale, quel traitement instaurez-vous au cours des 24 premières heures? Non posologie, schéma d'administration. Alors, on a pris ce cas clinique parce que ici, tout le monde fonce Eliquis, Eliquis, Eliquis. Et je m'insurge en faux. Je pense que la réponse ici n'est pas Eliquis. On peut toujours discuter, mais il faut réfléchir un peu à ce cas clinique. La question 2, quel examen demandez-vous pour confirmer le diagnostic de thrombose veineuse profonde? Vous demandez l'examen clinique, vous demandez plutôt l'examen paraclinique. Probablement, il faut hospitaliser cette mamie parce qu'elle a 76 ans, elle est polypathologique, voilà, elle est probablement à risque de complications, mais pour le moment, aux urgences, elle est stable. Et je rappelle que la dame se trouve aux urgences. Donc, elle ne souhaite pas être hospitalisée. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'on a déjà reçu le résultat de l'échographie Doppler? Probablement non. Vous avez fait la prescription. Mais ce qu'il faut savoir, vous faites la prescription du Doppler, la patiente présente un état qui peut potentiellement s'aggraver quand même à une thrombose veineuse proximale. Ils avaient donné la photo et cette jambe faisait le double du volume de la jambe contralatérale. Il faut probablement l'hospitaliser, mais elle ne veut pas rester à l'hôpital. Je n'ai pas encore le diagnostic, du moins la confirmation diagnostique de thrombose veineuse profonde proximale. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je donne un comprimé matin et soir ou j'attaque le problème sachant qu'une thrombose veineuse proximale, c'est une urgence et je n'ai pas encore la confirmation diagnostique? Probablement, on aura une vraie thrombose. Mais est-ce que vous avez un caillot flottant? Donc, dans les minutes, dans les heures qui suivent, ça peut se terminer en embolie pulmonaire de gravité variable. Vous ne le savez pas. Quelle est votre attitude? Et ce qu'il faut savoir, c'est que vous êtes aux urgences, vous avez une pathologie grave. Vous n'allez pas tuer un éléphant avec un lance-pierre, ça ne se fait pas, chers collègues. Donc, j'insiste sur ce point. Ici, il faut très vite commencer à liser le thrombus. Et dans la suspicion de la thrombose veineuse proximale, dans la suspicion en première intention, il faut donner l'héparine. On donne l'héparine en première intention. Je ne dis pas que les liquis ou le Xarelto, donc la Pixaban, Apixaban, c'est les liquis. Je ne dis pas que la Pixaban n'a pas de place dans l'arsenal thérapeutique pour ce qui est de la thrombose veineuse proximale. Ce n'est pas notre propos. Le propos, c'est que vous avez un patient qui est aux urgences qui présente
une jambe qui a doublé de volume, qui a potentiellement un caillot, on ne sait pas s'il est flottant ou fixe, qui est potentiellement en danger, qu'est-ce que vous faites? Quelle molécule donnez-vous? Et déjà, le jury vous oriente. Non, posologie, schéma d'administration. L'équivalent, c'est ce qu'on a en infectiologie. Si vous suspectez une pyélonéphrite à risque de complications aux urgences, est-ce que vous allez donner un comprimé d'oflocète ou vous allez dégainer une céphalosporine de troisième génération? Vous allez me dire, on donne une céphalosporine de troisième génération. Et ici, pourquoi tu veux donner du comprimé? Dégaine l'héparine de bas poids moléculaire. Il n'y a pas lieu ici d'aller chercher la calciparine. Non, la fonction rénale est normale. Je prescris une HBPM à type enoxaparine, 100 unités kilo 12 heures. C'est ça le sujet en fait. Donc, les collègues qui pensent que ici, les liquides à sa place, je suis désolé, je pense le contraire. On n'a pas encore la confirmation diagnostique et je ne connais pas le comportement du caillot du thrombus. J'attaque très fort. Et pour vous donner un argument supplémentaire, la biodisponibilité de l'enoxaparine ou des héparines, ici, dans ce contexte, en général, vous avez une biodisponibilité de 100% après injection sous-cutanée. Pour l'apixaban, la biodisponibilité du produit est de 50% 3 à 4 heures après l'administration du produit. Donc, il n'y a pas vraiment match. Donc, comprenez que dans les situations d'urgence, vous n'allez pas utiliser un lance-pierre, vous n'allez pas utiliser des comprimés. Vous utilisez une forme de diffusion rapide. Non, posologie et schéma d'administration. Une fois le Doppler a réalisé, on a la confirmation du diagnostic, on n'a pas de signe de gravité, on peut faire un relais par AOD, anticoagulant oraux direct. On peut faire un relais. On a la confirmation diagnostique. C'est le même schéma à peu près qu'on utilise en antibiothérapie. On donne une antibiothérapie probabiliste, bactéricide, ciblant le germe avant récupération des examens microbiologiques, avant récupération des hémocultures ou de le CBU. Une fois que vous avez les CBU, l'hémoculture, le germe est bien isolé, on connaît la cible, on peut dégrader l'antibiothérapie. Et ici, c'est pareil. Une fois qu'on a sécurisé la patiente, on peut dégrader le traitement anticoagulant en mettant, oui, pour une aisance à la fois de prescription et d'observance, un AOD. Donc, ici, la polémique, c'est vraiment la question numéro 4. Alors, la question 5, modifiez-vous le reste de son traitement, justifiez succinctement en première intention, vu que moi, je mets une héparine, je laisse le cardégique. Je ne bouge pas le cardégique principalement. Mais attention, le reste du traitement, vous devez compléter en mettant les mesures associées, une contention euh, veineuse élastique à force 3. Ça, c'est important. C'est extrêmement euh, important. Donc, le traitement, c'est principalement le cardégique, vu que on n'a pas l'association AOD anti-agrégant plaquettaire. Après, on peut revoir à tête reposée la question
Si la personne a été stentée, a eu une angioplastie il y a 10 ans, 10 ans, on n'a plus refait de récidive de syndrome coronaire, peut-être on peut discuter pour arrêter l'antiagrégant plaquettaire. Mais ici, le premier jour, ce n'est pas le sujet. Donc, c'est extrêmement important. Il faut bien comprendre le sujet, l'orientation que le jury vous donne. Ici, vous êtes aux urgences. Et aux urgences, vous devez raisonner en disant que la patiente est potentiellement en danger, je la sécurise. Et vu le terrain, je l'hospitalise. Ici, il faut proposer une courte hospitalisation si possible, surtout si la patiente vit seule au domicile. Donc, c'est ce qu'on a à rappeler. Il y a une conduite à tenir devant une suspicion de thrombose veineuse proximale. Il y a une conduite à tenir dans la réalisation des examens diagnostiques, principalement l'échographie Doppler veineuse des membres inférieurs, dans la prescription des premières thérapeutiques. Donc, quelle est la place des examens? Quelle est la place des HBPM, donc de l'héparine, et quelle est la place des AOD? La recommandation HAS ne privilégie pas une classe par rapport à une autre dans le traitement de la thrombose veineuse profonde. Cependant, ici, le problème, ce n'est pas tant euh, le choix de la classe, mais le contexte d'utilisation de telle ou telle autre classe. C'est ça, en fait, la pensée du cas clinique. Dans ce contexte précis, je vais préférentiellement utiliser les HPPM. On n'est pas dans la thrombose veineuse euh, profonde en position distale stable ou des confirmations du diagnostic ou peut-être même la suspicion. Vous pouvez directement dégainer les AOD, mais dans la proximale, faites attention, la recommandation du Vidal voudrait que l'on commence, qu'on initie d'abord le traitement devant la suspicion diagnostique par des HPPM. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur ce premier cas clinique. Euh, Dossier 5, médecine générale 2011. Bon, c'est un dossier problématique. Dans ce dossier, dans cet annal, on vous présente une patiente de 80 ans qui est retrouvée à terre dans son jardin. Et cliniquement, elle présente une hémiplégie gauche totale et proportionnelle, elle est aphasique. Elle est retrouvée à terre dans son jardin, on ne sait pas depuis combien de temps la patiente est par terre. Première question, quel est le diagnostic probable avec la topographie exacte? Qu'en déduisez-vous sur ce cas particulier? Il demande le diagnostic probable avec la topographie. C'est un peu compliqué parce que le CEN, le Collège des enseignants de neuro, dit très bien que personne ne peut, sur la base de la clinique, donner le diagnostic d'un accident vasculaire cérébral constitué ischémique ou hémorragique. Donc, sur la base de la clinique, vous ne pouvez pas dire, voici, nous avons un AVC constitué ischémique. Bon, pourquoi je dis constitué ischémique? Le langage simple voudrait qu'on attribue à l'AVC constitué le caractère déjà ischémique, mais dans l'absolu, un AVC hémorragique, il est constitué. Bon. Mais à l'hôpital, quand on parle souvent d'AVC constitué, on fait allusion à l'ischémie. Mais de façon générale, dans les précédentes versions du sein du collège des enseignants de neurologie, dans les constitués,
il mettait bien l'AVC hémorragique et ischémique. Bref, ici, personne ne peut dire qu'il s'agit d'une ischémie ou d'une hémorragie. Mais le jury te demande quand même le diagnostic probable avec la topographie. Quand on parle topographie, je me dis c'est probablement une ischémie. Et quand on lit les cours d'internat sur la question, quand on lit le collège, quand vous avez une hémiplégie euh, latéralisée totale, proportionnelle, avec une aphasie, ça fait penser à quoi? À une atteinte sylvienne profonde. Donc, il s'agit très probablement d'un accident vasculaire cérébral constitué, oui, ischémique, constitué ischémique du territoire sylvien profond. Pourquoi? Parce que vous avez une hémiplégie gauche qui est totale, qui est proportionnelle. Ici, il ne s'agit pas du territoire sylvien superficiel. C'est le sylvien profond qui donne ce tableau. Après, je ne suis pas neurologue, mais je crois que c'est le diagnostic le plus probable. Qu'en déduisez-vous? Je pense qu'ici, on a une atteinte euh, de l'hémisphère majeur. D'accord? C'est le territoire sylvien droit avec une atteinte de l'hémisphère majeur. Voilà. Donc, c'est polémique parce que la question, elle est plus ou moins gênante, hein, en fait. Une hémiplégie, d'accord, mais de là dire qu'il s'agit d'une ischémie, je vous conseille, hein, si vous avez un tel dossier aux EVC, de faire très, très, très attention. Normalement, il n'y a que l'IRM qui donne le diagnostic et qui révèle le caractère hémorragique ou ischémique. Et bon, ici, visiblement, on n'est pas dans l'AIT. Dans l'AIT, les symptômes régressent en moins d'une heure. D'accord? Ici, on est dans l'AVC constitué. Alors, les deux mécanismes, euh, alors je ne vais pas tenir un discours sur la question 2, mais la question 2 éclaire la question 1. Pourquoi? Parce que dans l'hémorragie, on ne parle pas tant de mécanismes, mais surtout d'étiologie, rupture d'anévrisme et HTA, poussée hypertensive. Donc, dans l'hémorragie, vous avez souvent une rupture d'anévrisme et l'HTA. Et dans l'ischémie, où vous allez avoir un processus euh, thrombotique, embolique, ou simplement de l'athérosclérose. Donc, je ne discours pas beaucoup sur la question 2, mais la question 2 vous permet de mieux comprendre la question 1, de vous dire on est probablement dans l'ischémie. Voilà. Après, on vous demande de citer 5 facteurs de risque. On est vraiment dans l'ischémie. C'est les facteurs de risque cardiovasculaires. Faites attention, il y a une différence entre facteurs de risque cardiovasculaires et facteurs de risque de la maladie thromboembolique veineuse. Donc, il faut bien faire la différence. Souvent, les candidats mélangent. Donc, simplement rappel, AVC ischémique constitué et AIT. La différence, c'est que dans l'AIT, les symptômes vont régresser en moins d'une heure, d'après le collège de neurologie,
dans l'accident vasculaire constitué, les symptômes persistent au-delà de l'heure. Et la différence fondamentale entre l'accident vasculaire ischémique constitué et l'AVC hémorragique, la différence, c'est à l'IRM. La clinique ne te permet pas de dire franchement, de trancher. Voilà, la clinique ne permet pas de trancher, c'est l'IRM qui permet de trancher. Enfin, il y a ce fameux dossier de gériatrie de 2021. C'était un sujet assez lent, qui abordait même au début des questions de fondamentales, mais à la fin, on passe à une épreuve réellement pratique où on a une mamie, une personne âgée qui revient aux urgences pour une fièvre, bien écouter, bien suivre, une fièvre, une désaturation à 85% en air ambiant. Et elle est en EHPAD. L'infirmière de l'EHPAD vous fait état d'un grabatariat. Elle ne se déplace plus qu'en fauteuil roulant et la patiente a des difficultés alimentaires. Avec un dernier poids mesuré à 40 kilos, elle a perdu énormément. Il donnait un électro, ce n'est pas l'objet de notre discussion, c'était un tracé de fibrillation atriale. Hein. Quelle est votre interprétation? Vous devez savoir interpréter au minimum un ECG, que vous soyez en gériatrie ou en médecine générale. On demandait les hypothèses diagnostiques. Simplement, demandez les hypothèses diagnostiques. Les examens complémentaires à prescrire et suivez la question 4. Vos examens confirment l'hypothèse sceptique. L'antigénurie pneumocoque est positive. Quelle prise en charge thérapeutique proposez-vous? Ici, la polémique, c'est la question 2. Quelles sont vos hypothèses diagnostiques, chers collègues? Une personne qui vient de l'EHPAD, qui est polypathologique, qui entre pour fièvre, hyperthermie, désaturation en air ambiant, qui a des troubles de la déglutition sur une maladie d'Alzheimer évoluée. D'accord? Et on a coupé un peu l'énoncé parce que euh, à l'examen clinique, elle présentait une jambe érythémateuse augmentée de volume. D'accord? La question 4, donc on demande la question 2, les hypothèses diagnostiques, et la question 4 nous dit que vos examens confirment l'hypothèse sceptique. Comment vous raisonnez? Il faut être un peu futé. Le jury vous dit à la question 4, finalement, cette dame, elle présente une PAC, une pneumonie aiguë communautaire, ou qu'on peut discuter avec une pneumonie de déglutition parce qu'elle est Alzheimer, elle a des troubles de la déglutition, on a des difficultés alimentaires. On vous parle de troubles de la déglutition. Donc, certains ou beaucoup ont proposé en première hypothèse diagnostique une embolie pulmonaire. En fait, quand on vous demande vos hypothèses diagnostiques, il faut bien les classer. Commencer par les hypothèses les plus probables. Et ici, l'hypothèse la plus probable, c'est l'hypothèse sceptique, donc une pneumonie aiguë communautaire. Et la question est posée en 2021, il y avait un contexte de Covid. Donc, toujours évoquer ces hypothèses-là, infectieuses, bactériennes, donc une PAC aiguë communautaire. L'EHPAD, c'est le domicile. Évoquer quand même une infection, euh, une pneumopathie virale, euh, soit grippe compliquée ou Covid. Donc, ne pas l'oublier, vu qu'il y avait un contexte de jambes inflammatoires, hyperthermie,
Désaturation, bon, possible, mais fièvre, désaturation, contexte de troubles alimentaires, contexte endémique Covid, d'abord pensez aux hypothèses infectieuses pulmonaires. Secondairement, donc ces hypothèses, il fallait les privilégier et après évoquer une dermo-hypodermite bactérienne non nécrosante, pourquoi pas? Et à la fin seulement, évoquer une embolie pulmonaire, pourquoi pas? Il y avait une grosse jambe inflammatoire, mais en aucun cas, il faut mettre en premier l'embolie pulmonaire. Ce n'est pas vraiment le sujet ici. Ce n'était pas le sujet. Donc, bien savoir comment évoquer les hypothèses à diagnostic avec pertinence. Il faut commencer par l'hypothèse probable, la plus fréquente, la plus évidente, suivant le contexte. C'est toujours un problème de contexte. Il faut raisonner par rapport au contexte clinique. Et quelle est votre orientation diagnostique devant une altération de l'état général fébrile? D'accord? Donc, il faut savoir que dans la pathologie thromboembolique veineuse type embolie pulmonaire, on peut avoir un fébrecule, une hyperthermie, mais modérée. Ce n'est pas le premier élément, mais c'est possible de l'avoir. Ce n'est pas le premier élément, mais c'est toujours possible de l'avoir. Mais ici, le contexte, à fièvre plus désaturation, pensez d'abord à un foyer septique, un foyer infectieux pulmonaire. Après, demandez la prise en charge thérapeutique. Simplement pour dire, on ne va pas dans les détails. L'anal a été rédigé, vous pouvez consulter les annales et vous pouvez aller toujours dans notre site evcpae.fr pour avoir les détails du corrigé. Et si vous voulez vous entraîner, allez sur notre site www.evcpae.fr pour vous entraîner. Pour ce qui est de la prise en charge thérapeutique, sachez que vous ne soignez pas une maladie, vous soignez une personne. On ne soigne pas une maladie seulement, mais une personne dans sa globalité. D'autant plus qu'il s'agit d'une personne âgée. Donc, voilà, je voulais partager avec les candidats, cela n'engage que nous, ces quelques sujets polémiques et exhorter le candidat à bien réfléchir devant un sujet d'examen. Et on vous laisse l'adresse de notre site internet si vous tenez à vous exercer pour la PAE. Voilà, bien de choses. À bientôt.